Comment la culture peut-elle contribuer à l'élan du développement et au processus de la paix dans un pays agressé comme la République démocratique du Congo? Où en sommes-nous avec les processus de restitution des œuvres d'art qui ont été confisquées par l'homme blanc lors de la colonisation? Madame, Messieurs, on va aussi parler des 9e Jeux de la francophonie. La culture à la fois congolaise et africaine a été dévoilée devant le projecteur du monde. Et comment capitaliser les acquis de ces grands événements en RDC principalement? Cette émission est essentiellement culturelle et elle reçoit pour vous Monsieur Aimé Lucien Mbungu Mbuka. Vous êtes expert en art ethnique de la RDC. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, je ne saurais pas vous présenter comme il se doit, puisque vous avez toute une litanie de parcours. À part le fait d'être un expert en art ethnique, qui êtes-vous réellement? Merci. D'abord, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Aimé Lucien Mbungu Mbuka. Je ne suis qu'un marchand d'art. Marchand d'art ethnique, responsable de la galerie d'art appelée Antika au sein du centre culturel Boboto à Gombe. C'est-à-dire que je mets en valeur l'art ethnique du Congo. Mais en plus de cela, je me suis arrangé pour me permettre de me confier le titre de spécialiste en art ethnique. Pourquoi? Parce que je fais la pédagogie de l'art ethnique du Congo. C'est-à-dire, en d'autres termes, je fais le procès en faveur de l'art ethnique du Congo, que vous savez qui a été vilipendé. Nous entrerons dans le détail. Et je suis donc expert en art ethnique du Congo. Et je suis le conseil de beaucoup de collectionneurs congolais sur le plan ethnique. Il y en a de plus en plus maintenant. Et aussi avec quelques grands collectionneurs ivoiriens, kenyans, que je suis en train d'accompagner dans l'acquisition de collections. Très bien. Alors, pour commencer, que signifie art ethnique? En fait, l'art ethnique, en termes simples, parce que nous sommes dans un pays francophone et lingalaphone, l'art ethnique, c'est ce que les Congolais appellent communément Bikeko Yaba Suku Yaba Tchoko Yaba Pende. Donc, c'est l'expression artistique de nos premiers occupants, nos ancêtres, que nous traitons abusivement de sorciers. C'était l'expression de leur état d'âme, c'était en fait leur écriture, et ce qui constitue aujourd'hui donc comme un testament qui nous a été légué. C'est ça l'art ethnique du Congo, et dont nous faisons parfois la promotion sur nos billets de banque. C'est une très très bonne chose, et que nous continuons d'assumer aujourd'hui à travers des expos. Nous aurons l'occasion d'en parler en fait tout au long de l'émission. Donc on peut parler de l'art ethnique ou l'art africain. Oui, parce qu'en fait... Ça peut être compris de cette façon-là. En fait, pour un exemple simple, l'art ethnique ou l'art antique, comme on appelle souvent, c'est l'art avant les professeurs occidentaux. Avant que nous nous ayons dit que le canon grec, la tête entre tant de fois dans le corps. En fait, c'est l'art, l'expression artistique de nos ancêtres avant que les beaux-arts, je veux dire occidentales, ne puissent influer sur notre art. C'est l'expression première, je ne veux pas dire primaire, du fond intrinsèque même de l'être africain. Voilà pourquoi l'art ethnique de notre Congo fait partie de l'ensemble de l'art ethnique africain. Alors, en termes de provenance, s'il faut parler des origines, ces types d'art, l'art ethnique, d'où tire-t-il ses origines? Ouais. Vous savez, quel est cet auteur qui avait dit, je pense que c'est Francis Bacon, ce peintre qui avait dit, l'art c'est uomo aditus naturae. Donc c'est l'homme ajouté à la nature. C'est la continuité. Or, nous savons que la nature, c'est le bon Dieu, la création. Alors si vous prenez un bébé, vous le laissez à même le sol,
quelques minutes après, vous verrez qu'il est en train de constituer une petite œuvre d'art. S'il ne dessine pas, il va peut-être rassembler la terre pour en faire quelque chose. Donc l'art est inné à l'être humain. C'est ce don-là que Dieu nous a donné, dont il nous a doté de pouvoir apprécier l'art et de créer. Donc comme nos ancêtres étaient dans un contexte où ils devaient s'exprimer, et aussi et surtout du fait qu'ils avaient le souci de léguer certaines connaissances à leur descendance. Mais puisqu'ils ne connaissaient pas l'usage du papier, du stylo ou des enregistrements, eh bien, ils ont écrit à travers les œuvres d'art. Donc, nous devons considérer que l'art ethnique du Congo, l'art africain, ce sont des écrits qui nous auront été laissés comme des testaments par nos ancêtres pour nous permettre de connaître comment ils ont vécu, pour nous permettre de comprendre quelles sont les solutions qu'ils ont apportées à différents problèmes et qui peuvent nous servir aujourd'hui dans notre vie actuelle. Donc j'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus. Généralement, il y a deux tendances. La tendance à dire que l'art ethnique rapporte beaucoup d'argent. C'est vrai sur les marchés mondiaux. Les prix de vente de l'art africain atteignent des cotes très élevées. L'autre côté, c'est que en Afrique, on considère l'art ethnique comme étant le fétiche. J'aimerais vous dire de prime abord que cela est faux. Donc ces deux tendances-là ont maintenant une nouvelle tendance que nous essayons de prêcher. Nous appelons ça une prédication parce qu'il n'est pas facile de le faire accepter à la population. Au milieu de la valeur marchande et de cette pesanteur péjorative, existe le fait que l'art ethnique du Congo est une écriture. Très bien. C'est à travers l'art que nos ancêtres ont écrit des valeurs qu'ils voudraient nous transmettre. Des valeurs qui malheureusement ont été mal interprétées autrefois, ce qui fait que nous puissions développer un rejet vis-à-vis de l'art ethnique. Mais vous pouvez me croire, la sagesse contenue dans l'art ethnique du Congo est si importante qu'elle pourrait nous aider à pouvoir résoudre beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Tels que? Je vais vous parler par exemple des origines identitaires. Si je vous demandais quelle est votre nationalité, qu'est-ce que vous me direz? Je suis congolais. Très bien. Qu'est-ce qui le prouve? Sans doute votre passeport. Et si je déchirais votre passeport, comment allez-vous me prouver votre origine? Je peux dire que vous êtes congolais de Brazza, vous êtes gabonais. Nous avons le même phénotype, n'est-ce pas? Mais nos ancêtres ont résolu ce problème dans l'usage, par exemple, des tatouages. Chaque ethnie avait sa manière de tatouer qui constituait à montrer les origines. Donc, un tatouage qui montrerait l'origine peut-être nationale, mais un autre qui montrerait les origines familiales. Voilà pourquoi vous avez vu que quand un enfant est initié chez nous, l'initiation étant comprise comme étant l'école de la vie, tout ce qui nous raconte aujourd'hui que quand on initie un enfant, on lui montre un mauvais chemin. Non, l'initiation, c'était l'école. Un enfant qui n'a pas été initié ne peut pas prendre mariage. Il ne peut pas être accepté parce qu'il n'a pas étudié. Donc, lors de l'initiation, qui va entre l'âge de 9 à 15 ans, on met les marques identitaires sur l'enfant. Des marques que tout le monde reconnaîtrait pour pouvoir non seulement protéger l'enfant. Parce que n'oublions pas qu'à l'époque, les enfants, les tribus qui n'avaient pas assez d'enfants pour la procréation, en fait, s'évertuaient à aller voler des enfants. Ils faisaient provoquer des razzias pour voler les jeunes. Mais quand on vous déplace à 100 km, vous êtes perdu. Mais quand on vous met un tatouage frontal, comme chez les Tchokwe, on met les Tchingelingeli au front, ou chez les Yombe, les Luba, les Kuba, on met des tatouages au ventre. Quand on vous met ces tatouages, non seulement qu'ils constituent un élément de beauté, mais ils sont une carte d'identité indélébile. On ne peut pas déchirer ça, parce que ce sont des incisions. Et ces tatouages mettent les enfants à l'abri des vols. Parce que ceux qui ont l'intention de voler des enfants, quand ils voient ça, ils disent « n'allez jamais de ce côté-là ». Si nous volons ces enfants, ils finiront par les reconnaître.
Très bien. Nous comprenons que ces types d'art représentent ou renferment beaucoup de valeurs. Mais avant qu'on puisse étaler ou qu'on aborde toutes ces valeurs-là, quels sont les éléments, les différents éléments constitutifs de ces arts ethniques? La première et la plus importante de ces éléments constitue le fait que nos ancêtres ont utilisé une codification. Une codification qui fait que nous, en tant qu'experts en art ethnique, les personnes, les marchands d'art généralement ethniques, les antiquaires on nous appelle, vous pouvez circuler de par le monde. Si vous montrez un objet Tchokwe, tout le monde vous dira d'une manière unanime, ce masque est Tchokwe. Cette statue est Luba. Cette statue est Yombe. Parce que nos ancêtres, malins qu'ils étaient, ils ont mis une codification qui permet la traçabilité des objets. Ça, c'est de un. De deux, dans chaque objet, ils ont mis une leçon de vie. Et qu'ils ont enseigné comment, à travers une pratique que nous avons appelée Almadi, l'apprentissage ludique au moyen de matériel didactique. Donc nos ancêtres, pour nous apprendre des leçons de vie, se sont servis des œuvres d'art. Pendant la saison sèche, parce que pendant la saison de pluie, on cultive et tout ça, mais pendant la saison sèche, il n'y a pas de pluie, ils organisaient des fêtes autour de feux. Les feux, pas le feu de brousse, mais le feu dans la société, pour pouvoir danser et au cours des danses, enseigner les jeunes à travers le port des masques. Ces masques multiples que vous connaissez sans doute. Je vais parler par exemple d'un masque chez les Pendé qu'on appelle Mbangu. Ce masque représente un personnage dont la bouche est tournée. J'aurais dû vous en apporter un ici. Quand on danse avec, on dit aux jeunes, attention, Mbangu c'est quelqu'un qui, des étrangers ont trouvé à la croisée de deux chemins. On lui demande quel est le chemin pour aller à Congo prospère et grand. Il fait ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas parler, j'ai des problèmes, laissez-moi tranquille, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a eu au préalable un problème à la maison, peut-être avec son épouse. Donc c'est à la fois pédagogique. Il n'y a rien de plus que la pédagogie. Mais qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, ces types d'arts sont presque négligés? Vous avez un Congolais qui est face à un billet de franc congolais qui démontre ou qui reprend ces œuvres d'art dont vous parlez, mais il n'en sait peut-être pas l'histoire. Ce n'est pas de notre faute, parce qu'en fait, cela date, les ethnologues l'ont écrit, cela date déjà du 15e, début 15e, 16e siècle, fin 15e, début 16e siècle, que les voyageurs du passé ont mal interprété ces objets d'art. Ils ont raconté des choses, ce n'est pas de leur faute. Ils sont arrivés dans un contexte où ils ont trouvé une expression artistique qu'ils ne pouvaient pas interpréter. Alors ils ont imaginé, à l'instar de quelqu'un qui se trouverait devant une planche de Rorschach, cette planche est utilisée par un psychologue pour pouvoir interpréter le fond d'une personne. Chacun voit ce qu'il veut. Et croyez-moi, les interprétations peuvent être éloignées. Alors ces voyageurs du passé... Ce n'était pas effet colonisation, peut-être? Ces voyageurs du passé qui sont héroïques, qui sont venus dans un contexte où on ne connaissait pas l'homme blanc, ils ont trouvé l'art et ils ont posé des questions. Que signifie ceci? Que signifie cela? Devant le mutisme africain, ils ont essayé de monnayer peut-être une interprétation. Mais quand vous voulez à tout prix qu'on vous raconte une histoire, on va vous la raconter, même si elle peut vous laisser dormir debout. Et ils ont donc puisé dans l'imaginaire du Congolais des histoires qui étaient fausses et qu'ils ont rapportées en Occident. Là-bas, ils étaient attendus. Les gens sont partis 5, 20 ans après, ils reviennent. Certains sont décédés. Et ceux qui arrivent doivent raconter le vécu de leur voyage héroïque. Alors, ils ont raconté des choses du genre, les hommes que nous avons trouvés là-bas, ils sont noirs comme le carbone. Et quand vous le touchez, votre main se salirait, des choses pareilles.
Et ils ont des objets d'art qui ont des yeux, qui ont des bouches, des objets qui parlent. C'était faux. Alors, cette interprétation a été également gonflée par certaines recherches. Vous savez, la recherche historique ne consiste en rien d'autre qu'à interviewer une population, recueillir des informations auprès d'elle, les noter. À sa place, vous les noterez. Et quand vous publiez, c'est une recherche. Mais les propriétaires de l'histoire ne sont pas considérés comme des spécialistes. Ce sont eux qui viennent interviewer, qui le sont, qui le deviennent. Alors, les écrits du passé, même certaines recherches historiques, ethnographiques qui ont été faites par nos éminents professeurs ici, pourraient éventuellement être remises en doute. Parce qu'ils seraient basés sur des recherches qui étaient fausses, biaisées. J'entends encore qu'on me donne ce livre-là d'un auteur anglais qui avait fait des recherches dans un pays ouest-africain. Il a posé des questions et il a eu des réponses sur les œuvres d'art. Il est revenu 3 ans après pour poser les mêmes questions. On lui a dit que tout ce qu'on lui avait raconté était faux. Il dit, mais vous m'avez dit que cet objet-là, quand une femme veut accoucher, il dit, mais vous voulez à tout prix qu'on vous raconte des histoires. On l'a fait. Et il a eu l'honnêteté intellectuelle. Quand il est retourné, il a déclaré que sa recherche était biaisée, elle était fausse. Très bien, on aura le temps d'aborder cette question aussi. Œuvres d'art et développement. Oui. Les œuvres d'art, nous le savons, ça fait partie de la culture. Et comment est-ce que la culture peut-elle contribuer à l'élan du développement? Commençons d'abord par les développements en République démocratique du Congo, avant d'aborder l'angle de la paix. Alors, vous savez, nous, dans un ouvrage que nous allons publier bientôt, nous avons défini la culture comme étant un ensemble de valeurs glanées par une population au cours d'un certain nombre d'années et qui constitue en fait une base de sagesse à laquelle il recourt, donc ce peuple-là recourt pour affronter l'avenir. Et donc, je vous ai raconté que la culture de notre pays est tellement riche qu'aujourd'hui, nous n'aurons peut-être pas eu à trop réfléchir sur le devenir de notre pays, entre autres le développement. Je me promène toujours avec un objet avec moi. Je vais vous en sortir un. Certains me qualifieraient peut-être d'animiste, je ne sais pas, parce qu'ici au Congo, la tendance est comme ça. Ouais. Je me promène toujours avec un objet. Ici, j'ai une louche, une cuillère en ivoire. Elle est de la tribu Lega. On l'appelle Kalukuli. Les Légas ont fait des cuillères en bois. Pourquoi ont-ils également utilisé l'ivoire? Aussi bien chez les Yombe, dans toutes les tribus, même en Afrique entière. Pourquoi a-t-on utilisé l'ivoire? C'est parce que, comme les latinistes disent, nos ancêtres savaient aussi que les écrits qu'ils faisaient sur le bois, donc les œuvres d'art en bois, étaient censés disparaître quelque temps après à cause des problèmes climatiques, les intempéries, l'attaque des bêtes, des insectes et tout. Alors ils ont utilisé l'ivoire qui est un matériau dont la durée est, je ne sais pas quelle est la date, la durée maximale d'un ivoire. Mais par expérience, ils ont vécu ça. Ils ont compris que l'ivoire ne se détruit pas facilement. Alors, comme ils avaient des écrits sur du papier, c'est-à-dire le bois, ils ont également écrit sur l'ivoire, qui est comme un disque dur dans lequel ils conservent la sagesse. Ça, c'est une cuillère Lega. Vous voyez, elle représente deux jumeaux. Si nous rentrons dans ce contexte, nous allons peut-être comprendre que les ancêtres Lega voulaient qu'on donne de la valeur aux jumeaux. Parce que l'histoire traditionnelle nous enseigne beaucoup de choses. Toutes les mamans mettent au monde un seul enfant. Pourquoi une en met 2 à la fois? Alors, comme c'était un contexte d'obscurantisme, on pouvait se dire que l'un des enfants proviendrait d'un mauvais esprit. Alors, je vous épargne du traitement qu'ont subi certains enfants nés jumeaux. À l'époque. Oui. Donc, est-ce que ceci ne constitue-t-il pas une valeur à exploiter pour notre développement? Le fait de chercher à pouvoir pérenniser une histoire. Aujourd'hui, chez nous, avec par exemple les réseaux sociaux, on lance une information.
Tout le monde lit cette information. Quelque temps après, on efface. Mais le mauvais côté reste dans la tête. Le bon côté, on oublie. Nos ancêtres étaient prudents. Pour leur développement, ils ont voulu que les solutions qu'ils ont apportées restent des générations et des générations. Chez les Luba, par exemple, ils ont un morceau de bois qu'on appelle Lukasa. C'est un proverbe. Et dans ce proverbe, il n'y a pas que la généalogie des familles des chefs. À travers l'usage des perles et des chorus, ils ont représenté comme une histoire de famille, des familles susceptibles de prendre le pouvoir. Ils ont également utilisé de l'autre Lukasa pour enseigner aux enfants à quel moment vous devez cultiver, à quel moment vous devez arroser, à quel moment il faut récolter. Mais si vous n'enseignez pas cela, comme vous et moi qui n'avons jamais été au village pour cultiver, nous allons commencer à cultiver au mois de septembre, on va se moquer de nous. Parce qu'ils connaissent à quel moment il faut le faire. Et tout cela rentre dans le background traditionnel conservé à travers la sagesse. Donc, bref, l'identité culturelle. Alors, à quel niveau les rejets de tout ce que vous venez d'expliquer peut être source de conflit? Là, pour qu'on arrive à démontrer comment est-ce que la culture peut aussi être un atout ou un avantage pour ramener la paix. Vous savez, quand nos ancêtres intronisaient les chefs, ils considéraient les qualités des individus. Et quand un chef est intronisé, il est là pour apporter des solutions. Il est là pour écouter. C'est comme ça, par exemple, que chez les Lega, il y a Saki Matemato, une statue qui représente un personnage à plusieurs têtes. Un chef doit avoir une tête pour écouter, une tête pour regarder les problèmes, les affronter, une tête pour écouter les gens de faibles conditions, les pauvres. La tradition africaine est une tradition qui n'est pas belliqueuse. Nos cultures africaines sont des cultures pacifiques. C'est quand elles sont entrées en contact avec des apports extérieurs qu'aujourd'hui nous voyons tous ces conflits que nous n'arrivons pas à gérer. Vous pouvez me croire. Nos ancêtres étaient confrontés à des moments très difficiles, mais ils ont apporté des solutions durables. Ils avaient des intérêts. Les minéraux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque de nos ancêtres. Mais ils les ont gérés à bon escient, en faisant des échanges, en faisant comme une compensation avec ceux qui n'en avaient pas. Et la vie était gérée de cette manière-là. La tendance actuelle, c'est que quand on voit un chef coutumier, on pense qu'il serait porteur de fétiches. Bon, eux-mêmes l'encouragent aussi. Moi, j'ai vu passer des chefs coutumiers qui allaient vers le ministère de l'Intérieur à la demande des audiences pour les retombées, bien sûr. Et je vois un chef coutumier qui porte un pagne fait d'un raffia kuba, d'un tchaka. Il tient à la main un chasse-mouche, yaka. Le chapeau qu'il porte à la tête est pendé. La veste qu'il porte est chinoise. Et les chaussures sont italiennes. Alors, ils nous donnent l'impression maintenant qu'ils vont gérer le quotidien du Congolais à travers des manières mystiques. C'est comme ça que certains se sont évertués à nous promettre de mettre fin aux érosions parce qu'ils pensent qu'ils géreraient bien les esprits des ancêtres. Et ça, c'est une fausse image qu'on donnerait aux chefs ethniques. Nos chefs ethniques étaient des personnes qui étaient censées gérer la chose, la res publica. C'est-à-dire des gens intelligents qui ont géré des conflits familiaux, des conflits territoriaux, qui ont géré la vie paisible. Donc notre culture peut nous apporter la paix. Très bien. Et dans le cadre de ces conflits, de la crise qui existe entre la RDC et le Rwanda, qu'est-ce que les autorités peuvent faire sur le plan culturel pouvant nous aider à fumer les calumet de la paix sur le plan culturel? Je me réfère toujours à la sagesse congolaise. Je ne suis pas politicien, mais je constate quand même que notre président est à la défensive. C'est qu'il est une grande qualité. Vous pensez que notre pays ne pourrait pas avoir suffisamment de militaires ou des armes pour aller combattre contre les autres nations? Ce n'est pas ce que notre président fait.
je pense que c'est déjà une application des principes de nos traditions. Être pacifique. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde démontre que l'être humain n'a pas profité des expériences du passé. C'est comme cela que vous voyez, par exemple, en Ukraine. Je vous ai bien dit que je n'étais pas politique. En Ukraine, nous voyons des grandes nations civilisées financer des montants importants, 400 millions de dollars, pour attiser le feu. Pourquoi n'utiliserait-on pas, de tels montants pour acheter, ne serait-ce qu'acheter la paix? On arme des nations pour envoyer leurs enfants aller mourir à la guerre. Mais in fine, qu'est-ce qu'on cherche? L'extinction de l'espèce humaine de cette nation, ou bien on voudrait lutter pour la guerre? Alors moi, je pense que notre pays est bien parti. Parce que le Congo ne va pas en guerre. Le Congo demande la paix. Le Congo demande la paix. Donc je pense que dans notre pays, l'application de nos principes traditionnels milite en notre faveur. Mais n'est-ce pas là la posture d'une personne qui est faible, qui se sent faible? J'ai lu là-bas, à l'entrée chez vous, une parole dite par notre héros national Lumumba. Le Congo est grand et nous devons vivre selon la grandeur, quelque chose comme ça. Mais la vraie grandeur consiste dans l'humilité. La vraie grandeur ne veut pas... Il y a un proverbe africain qui dit chez nous, évitez qu'on puisse sentir l'odeur de vos aisselles. C'est-à-dire que quand on vit, on doit être les bras croisés. La grandeur d'un dirigeant consiste dans le fait qu'il soit prêt à tendre la main pour la pacification. Très bien. Actualité oblige, la RDC peut se taper la poitrine aujourd'hui d'avoir organisé avec FAST le 9e Jeux de la francophonie. Nous avons aussi vu la partie culturelle et de la RDC et de toute l'Afrique être exhibée devant les projecteurs du monde. Qu'est-ce que nous devons faire, nous Congolais, pour capitaliser les acquis issus de ces grands événements? Alors, moi, je ne voudrais pas ici m'appesantir sur les infrastructures qui sont visibles, n'est-ce pas, dont nous profiterons bien sûr à long terme. Mais j'aimerais plutôt m'arrêter sur la manière de gérer ce moment. J'étais très content parce que j'insiste sur le fait que je ne fais pas la politique, moi. Mais j'étais très content que pendant les Jeux de la francophonie, je n'ai pas vu des banderoles d'un parti politique poisson ou d'un autre crabe pour pouvoir provoquer des situations qui feraient qu'on parle en mal ce jeu. Non, j'ai vu le peuple congolais unanimement réuni pour recevoir les invités. Vous voyez? Alors c'est une chose que je souhaiterais qu'elle puisse durer un peu. Je suis désolé, mais je voudrais quand même parler de ce phénomène de banditisme de la rue Kuluna. Il y a eu des grandes mesures sécuritaires. Mais en retour, nous n'avons pas vu le débordement de ce jeune. Ils auraient pu gâcher la fête. Voilà. Donc, je pense que quand un peuple est unanime sur la réussite d'un événement, ce peuple peut aller très loin. Alors, je souhaiterais que l'esprit dont nous avons fait montre lors des Jeux de la francophonie soit celui qui va nous guider vers un avenir meilleur. Mais il est temps aujourd'hui que nous puissions comprendre qu'il y a moyen de pouvoir lutter contre cet esprit qui plane sur l'être humain et qui fait que nous puissions être les pires des animaux de la création. Alors, terminons par l'œuvre d'art que vous avez ramenée sur notre plateau. Comment elle s'appelle? Kalukuli. Celle-ci. Ah oui. Oui. Alors, le prix de la liberté. Et son importance? Cette œuvre représente une main, ce qui est encore sur son bras, mais une autre coupée. C'est-à-dire quoi? Pour se libérer, même s'il faut qu'une main reste, il faut le faire. C'est-à-dire, je ne parle pas de la liberté de l'esclavage, non, mais la liberté même de l'esprit.
quand nous devons libérer un peuple ou une nation, nous devons être capables de pouvoir faire le U-turn, comme disent les Anglais, retourner dans l'autre sens. Ne pas avoir peur d'affronter certaines réalités. Parce que sans cela, nous pouvons beau parler, si nous ne puisons pas dans la sagesse de nos ancêtres qui ont résolu le problème d'une manière pacifique, nous pourrons tout faire. Nous serons en train de copier des gens qui nous poussent vers la folie. Ce n'est plus le moment de pouvoir faire du copier-coller. Ah, démocratie, démocratie. Ah, non, il faut réfléchir. Il faut une politique à la sur base de nos réalités, de nos expériences. Voilà. N'allez pas loin, cherchez les experts pour qu'ils vous parlent de la sagesse contenue dans l'art ethnique du Congo. Ce sont des écrits, je répète, ce sont des testaments. Aujourd'hui, vous avez pensé que nous parlerons de la restitution. Vous aurez sans doute l'occasion de le poser. Justement, c'est d'ailleurs la dernière question de l'émission, puisqu'il a été établi que dans le processus de paix, des rapprochements entre la RDC et la Belgique, puisqu'il y a eu des restes humains de l'ancien Premier ministre qui ont été restitués, ces processus devraient continuer en restituant aussi les œuvres d'art qui ont été, passez-moi les termes, volées au Congo. Où en sommes-nous avec ce processus-là? Existe-t-il des œuvres d'art ethniques qui sont encore en Belgique? C'est une très bonne question. En fait, il y a quelques mois, j'avais tenu une conférence au Centre culturel Boboto, qui est un grand centre de rayonnement culturel. Voilà. Et une conférence dont le thème était la RDC face à la restitution des œuvres d'art. Il est important que, excusez-moi, que des hommes de personnes comme nous puissions parler de cela. Parce que c'est un domaine que nous gérons brillamment. Hein. Nous ne sommes pas des opportunistes qui, aujourd'hui, s'évertuent à juger l'art ethnique, comme les Congolais ont fait hein, et à l'arrivée du souverain de Belgique. Excusez-moi, grâce au travail pédagogique que nous faisons sur l'art ethnique, nous avons eu l'insigne honneur, ma personne, hein, mon humble personne, de recevoir en visite privée le souverain de Belgique pendant 1 heure dans mon bureau. Très bien. En visite privée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi Philippe, quand il est venu nous voir, conscient, pétri en fait dans la sagesse traditionnelle congolaise. Ses parents ont vécu ici, ses arrière-grands-parents. Il est venu nous dire bonjour en apportant à notre nation un masque de la tribu Soukou. Un geste très fort. En osmose avec notre culture. Qu'est-ce que les Congolais n'ont pas dit? Les Congolais qui ont peur de l'art ethnique, pensant qu'il serait un art sorcier, tout le monde est devenu expert. Le roi aurait apporté un masque copie. Parce que ce masque, comment peut-on dévaloriser un geste si noble? Ce masque est vrai. Parce que les masques Kakou ou Soukou sont faits selon plusieurs déclinaisons. Ce n'est pas le seul exemplaire. Il y a plusieurs modèles de masques Soukou. Des masques qui sont utilisés lors de l'initiation de jeunes enfants. Vous voyez? Alors, ce masque était, selon les termes utilisés par la presse belge, ce masque aurait été prêté à long terme par le roi de la Belgique. J'aimerais d'abord insister sur le fait que la personne du roi n'est pas impliquée dans le sujet de la restitution. Ça, c'est une affaire de 2 nations. Mais il a fait ce geste. Alors, imaginez-vous que vous recevez un visiteur, un de vos amis, et qu'il voit votre enfant de 2 ans. Il lui dit, je te prête mon stylo, je te le prête à long terme. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il lui offre ce stylo. Il ne reviendra pas le chercher. Mais il y a une manière noble de pouvoir donner certaines choses. Vous voyez? Alors parlons maintenant de la restitution des œuvres d'art qui aurait été, j'utilise le conditionnel à cause du terme qui suit le verbe, qui aurait été volées. Mais quand les voyageurs congolais vont en Belgique, qu'est-ce qu'ils rapportent? Des vêtements. Hein? Des colis. Est-ce qu'ici, il n'y a pas de colis? Il y en a toujours. Les truffes du voyage, c'est séculaire.
On vient quelque part, on prend ce que l'on n'a pas chez nous et on amène là-bas. Mais j'aimerais que vous sachiez... Le contexte diffère. J'aimerais que vous sachiez une chose. Oui, oui. L'histoire nous aide à comprendre les déroulements des événements. Si les Occidentaux n'avaient pas amené les objets en Occident, nous n'aurions peut-être jamais connu notre culture. Retenez bien cette chose. Parce que vous savez, conserver des objets, ça demande beaucoup d'argent. Donc l'homme blanc, en faisant cela, nous a quelque part aidé à conserver nos œuvres, ces œuvres-là. Mais ces voyageurs du passé que vous appelez l'homme blanc, mais ils ne sont que des maillons de la chaîne de l'histoire de l'homme. Ils ont joué un rôle qui, mal interprété, pourrait appeler à des conclusions péjoratives. Hein? Mais ils ont joué un rôle qui nous a permis aujourd'hui de conserver. Nous avons l'occasion de visiter beaucoup de musées de par le monde et nous voyons, c'est vrai, l'importance des objets qui sont là-bas. Mais la question maintenant est de comprendre comment est-ce que nous pouvons capitaliser tout cela. Allons-nous garder cette mentalité rétrograde qui va continuer à nous dire qu'ils auront volé nos objets? Mais mes chers amis, mais s'ils ont volé les objets, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui des objets qui sont là? Nous connaissons des gens qui ont des collections importantes ici. Mais est-ce que le gouvernement est conscient de l'existence de ces objets-là? Ne savez-vous pas qu'aujourd'hui, 99% des gens qui achètent l'art ethnique sont des Occidentaux, des expatriés? Mais comment faire pour inculquer cette culture-là aux Congolais? C'est vraiment la dernière question. On doit terminer l'émission. Nous faisons ce grand travail. Et nous sommes contents que beaucoup de Congolais réagissent positivement. Je ne voudrais pas vous les citer, mais il y a de plus en plus de Congolais aujourd'hui qui font des collections, même des Africains. Ce sont des gens qui ont leurs revenus sûrs. Mais ils n'achètent pas que pour aller remettre en valeur, non. Parce qu'ils ont compris que c'est une sagesse que nous devons nous réapproprier. Ils achètent une culture. Vous voyez? Alors moi, j'appelle nos autorités. Il faut tout acheter. L'art contemporain comme l'art ethnique. Si nous ne le faisons pas ainsi, même nos petits-fils continueront à dire que on nous aurait volé nos richesses. Parce que, bon, jusqu'à présent, apparemment, nous sommes encore distraits. Voilà pourquoi de telles émissions sont indispensables pour éclairer la lanterne du Congolais. C'est un secret de polichinelle. L'art ethnique du Congolais n'est pas aimé par le Congolais. L'art africain, non, on n'aime pas ça. C'est le fétiche. Mais j'aimerais que vous sachiez que ça n'a rien à voir avec le fétiche. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons préparer notre émission. Cette fois-là, ça sera dans vos installations pour qu'on puisse expliquer chaque œuvre d'art ethnique et son importance. Je vous remercie beaucoup pour cette belle occasion que vous nous avez offerte de pouvoir parler de l'art ethnique, un domaine dont les gens ne parlent pas. Ou quand ils en parlent mal. Et j'aimerais conclure sur le fait que même le narratif utilisé à notre musée, il est désuet. Nous avons reçu des gens de la francophonie. On ne doit pas leur dire non, ça c'est le fétiche de nos ancêtres, c'est faux. Nous devons leur parler de la sagesse de nos ancêtres, la production artistique de nos ancêtres. Et nous sommes prêts à accompagner le gouvernement. Ah oui, à ce sujet. Très bien, le message est passé. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission essentiellement culturelle, je dirais même une émission pédagogique, riche en valeurs. Et continuez toujours à nous suivre à travers nos différentes plateformes de diffusion. Merci beaucoup.